You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e épisode de Cold Facts où il est question forcément de la bataille pour la barre. On commence avec Fribourg qui a obtenu 2 victoires ultra importantes, un 6-4 à Lausanne et un 6-5 après les tirs au but à Bienne, ce qui fait que Fribourg est passé au-dessus de la barre. C'est assez rare pour le souligner. Du coup, c'est Berne qui est en dessous. On passe après à Bienne, qui normalement ne devrait pas avoir de soucis pour participer aux playoffs, mais ils doivent quand même se méfier s'ils veulent être un peu mieux classés selon quel adversaire ils vont affronter. Lausanne qui lui a perdu ses 2 derniers matchs. On ne s'inquiète pas forcément du côté de la Vaudoise Arena, mais il faudra que Lausanne fasse un peu mieux pour espérer être meilleur en vue des playoffs. Et puis Genève qui a eu un seul match, c'était une défaite 2-1 à Davos en ayant à nouveau tiré énormément au but. Est-ce que ces jeunes joueurs, est-ce que ce club genevois va réussir à être prêt pour les playoffs ? Salut Greg. Salut Jean-Fred. On a les 4 clubs romans en dessus de la barre au moment où on enregistre cet épisode. On arrête la saison. Ouais, stop, presque, hein. On bloque tout, on part en play-off. Là, on est bien. En plus, on aurait des matchs super. Ouais, alors on a quand même pas le Lausanne-Genève qu'on voit venir depuis un moment, mais on aurait un Genève-Bienne, un Lausanne-Zurich, un Fribourg-Zug. Ouais, c'est des belles affiches. C'est ça. Bon, malheureusement, il reste encore 7 ou 8 matchs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, pour faire des grandes théories là autour. Mais c'est chouette. C'est la première fois ce serait la première fois de l'histoire que les 4 romans seraient qualifiés pour les playoffs. Intéressant. Ça, mine de rien, c'est loin d'être anodin. On n'y est pas encore du tout. Même s'il y a quelques semaines, on a dit que Bienne était bon en play-off, ils ne sont pas complètement sortis de la gonfle. Mine de rien, ce week-end va être assez intéressant pour eux. Et Fribourg, d'autant plus, ils sont encore dans la bataille. Lausanne et Genève, Genève, non, c'est bon. Mais Lausanne n'est pas loin non plus. Bref, rien n'est fait, mais ça fait quand même plaisir de voir les 4 clubs romans dessus. C'est clair, alors on commence avec Fribourg, parce que aussi c'est la bataille autour de la barre. On va dire que les 3 autres sont quand même, ont beaucoup plus de chances de participer, d'être dans les 8. Fribourg, qui t'aime à le dire, si on vous a expliqué, c'est que vous avez mal compris. Si tu comprends quelque chose au résultat de Gauthieron, c'est qu'on t'a mal expliqué. Voilà. C'est tout simple avec Fribourg. Ils vont gagner 6-4 à Lausanne samedi dernier, et mardi soir, une victoire 6-5 après tir au but à Bienne. Et les 2 fois, en fait, ces matchs, une fois ils mènent 4-0, ils se font remonter, après il y a 5-4, et ils serrent les fesses en fin de match à Lausanne. Là, c'était encore plus embêtant parce qu'ils mènent 3-0. Bienne non seulement revient à hauteur, en plus passe le 4e, mais derrière en 8 ou 9 secondes, boum boum, 2 buts. Schmidt, Vauclair, hop, on passe à 5-4, puis finalement, Bienne arrive à égaliser et à envoyer tout ça en prolongation. Et puis comme d'habitude, si tu as une question à Fribourg, la réponse c'est Julien Sprunger. Je pensais que ce serait plus en prolongation et pas forcément tir au but. Mais là, il se trouve que Fribourg a marqué 2 tirs au but, et ces 2 pénaltys, c'est Julien Sprunger. Dont le 10e de la série. Fribourg est mené 1-0 depuis le premier tir au but. Et lui va le dernier tir au but avec la pression, il couche Hiller et il met de l'autre côté, c'est assez joli. Il retourne direct lui en remettre un deuxième à Jonas Hiller. Même si Jonas Hiller en ce moment, on a déjà dit, c'est pas toujours simple. En 1 contre 1, il est quand même assez solide. Ouais, comme on a dit, si tu as une question à Fribourg, la réponse c'est Julien Sprunger. Là, Fribourg maintenant est repassé en dessus de la barre, à moins de matchs. Tu te souviens la semaine passée quand je te disais qu'ils étaient tout à fait capables de gagner les 4 à l'extérieur qui venaient et de perdre leur seul à la maison contre Rapperswil. Ouais. Bon, on y est quoi. Match à la maison contre Rapperswil vendredi. Je mettrai quand même pas mon 3e pilier sur Rapperswil vendredi. Parce que là, Fribourg, il me semble qu'au niveau de la combativité, de la hargne, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Fribourg. Et c'est pas un hasard si un Daniel Brodin marque but sur but en ce moment. Ouais. Il amène exactement ce pourquoi il est là, justement, à ce moment-là de la saison. On disait c'est un joueur de play-off, encore faut-il y être. Mais là, dans les fêtes, Fribourg est en mode play-off. C'est un peu le grand truc qu'on commence à ressortir chaque fois à la 40e journée de championnat. Mais c'est là, en l'état, ils ont 10 matchs clé avant de se qualifier ou non pour les playoffs. Un joueur comme ça, il sort du bois et il est impressionnant en ce moment. Et il est bien aidé aussi parce que Victor Stolberg monte en puissance. Il a quand même été longtemps médiocre. Là, il est utile et il marque toujours pas. Il touche le poteau à Bienne encore en prolongation. Oui.
mais il est précieux en ce moment. Et c'est une vraie question qui se pose à Fribourg actuellement. Desharnais semble remis, mais t'es allé gagner à Lausanne et à Bienne sans Desharnais. La ligne de centre, elle est très légère, ils perdent une chier d'engagement, mais ils ont gagné les matchs. Tu fais quoi ? Je me passe pas d'un joueur comme David Desharnais. C'est en plus un Nord-Américain en mode... il y a les playoffs, il faut gagner. Non, je pense qu'il y a trop de talent chez David Desharnais pour se passer de ça. Ma foi, aux autres de trouver une façon de faire, à Dubé de trouver comment agrémenter ça. C'est vrai que là, on a Kylian Motet qui était blessé. Donc, on a un buteur, on avait le top scorer qui n'était pas là. Et quand on dit qu'il y en a d'autres qui doivent se lever, je dois dire qu'effectivement, Daniel Brodin, tu vantais les mérites au début de saison en disant lui, il peut être précieux, c'est un perturbateur, un agitateur. Il va venir, les joueurs, les supporters adverses vont détester parce qu'il va travailler sans relâche, il va peut-être aller gratter des pénalités, il va peut-être causer des pénalités. Là, en ce moment, quand on dit qu'un joueur est dans la zone, lui, tu parles de ballon de plage, je pense que le puck, pour lui, il n'est pas tout petit, mais... Le goal, c'est un goal de foot. Complètement. En tout cas, il trouve un moyen à chaque fois de marquer. L'avantage, si tu fais rentrer David Desharnais, la question, donc, c'est tu sors qui ? Gunderson, on pose même pas la question tellement il est précieux, même s'il est moins utile en zone offensive. Marque moins de points, on va dire. Voilà. Brodin, on pose pas la question. Donc, en gros, tu poses la question entre Boychuk et Stolberg. Si Kylian Motet est de retour, finalement, tu remplaces 1-1 Stolberg par Kylian Motet. Est-ce que tu peux même te dire, on peut décaler Boychuk à l'aile, parce qu'on rappelle que c'est quand même un ailier à la base, Zach Boychuk, et qui dépanne au centre actuellement. Donc tu mets Desharnais à la place de Boychuk, tu peux décaler du coup Boychuk sur une des ailes. À la place d'avoir Tristan Vauclair en troisième ligne, ça te descend un petit peu tout en alignement, ça densifie un peu ton top 9, ça peut être une piste. Maintenant, si tu décides que tu enlèves Boychuk, tu remplaces Desharnais poste pour poste, Kylian Motet, s'il est de retour, là aussi ça te le densifie. Finalement, les deux options sont valables. Moi je pense que Boychuk, depuis qu'il est là, il est quand même vraiment, vraiment précieux. C'est 12 matchs, 13 points. Ouais. Là aussi, tu ne te sépares pas d'un joueur à plus d'un point par match. Donc Stolberg sortirait. La seule question, c'est est-ce que tu te fais 2 centres étrangers en ligne 1 et 2 en espérant que Motet soit de retour. Pour moi, ce serait la solution idéale. Ça permettrait de remettre Schmutz sur une des ailes, Valzer en centre de 3e ligne, où il est très bien. Schmitt en centre de 4e ligne, ça va très bien aussi. Et du coup, Schmutz à l'aile. À mon avis, ce serait comme ça le scénario idéal. Après, est-ce que ça va se passer comme ça ? À voir. Boychuk, je voulais aussi... revenir là-dessus, je pense que Brodin... Tu me suis sur Twitter ? non. Un temps, oui. Et puis après, je pense que le bot activé s'est dit il n'y avait pas assez d'interaction, il n'y avait pas un follow-back et tout, donc non. Mais Brodin va très bien. J'essayais de me demander pourquoi Brodin allait aussi bien. Effectivement, tu mentionnais Stolberg. Sans doute que ça fait typiquement partie de ce travail... on va dire, de l'ombre, j'aime pas trop ça, parce qu'il est quand même... Il n'y a que 5 joueurs par équipe, donc il est quand même dans la lumière. Mais il doit sans doute faire pas mal de ce travail un peu qu'on a tendance à moins voir. En tout cas, il va pas être... il n'est pas exubérant, Stolberg, sur sa ligne, mais sans doute qu'il fait plein de choses justes que tu aimais mettre. Mais je pense aussi que Boychuk, lui, il n'a pas de... En fait, il est arrivé... à peu de choses près à la même période. Il arrivait, on va dire, début d'année. Ouais, début d'année, il a commencé le 2 janvier. Le coup de gueule de Dubé devait être à peu près par là. Donc, il a connu qu'un Gauthieron presque conquérant. Donc, lui, il voit la place au classement, d'accord. Mais ce qu'il a de l'équipe, finalement, jusqu'à présent, c'est que du positif. Peu de choses près. C'est une équipe, en tout cas, qui va chercher des matchs, qui gratte. Donc, il a, je pense, un état d'esprit qui est plutôt positif. Il a pas une chape de plomb qui pèse sur lui où il se dit ah ouais, de nouveau il y a ci, il y a ça. Ah ouais, on va paumer contre Rapperswil. Ah ouais, on avait eu le patin de machin qui avait... Non, là ça va bien. Ouais. Et cet état d'esprit là, sans doute que dans le vestiaire, t'as pas de négativité de sa part. Je pense que c'est tout bonus finalement pour Fribourg, parce que faut pas non plus tout peindre en rose du côté de Fribourg. C'est pas le cas, mais on va aussi mettre des bémols. À dire, quand tu mènes 4-0, quand tu mènes 3-0, que tu te fais presque remonter et puis que tu te fais carrément remonter, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas allé. Dans la zone, à un moment, des fois, tu te dis « wow ». C'est que c'est pas l'équipe la plus stable du championnat, tu dis ? Ouais. Je crois qu'on peut clairement le dire, ça. Pour le moins. Mais là où Boychuk est aussi utile, c'est qu'il marque
pas mal de points en powerplay. Et quand tu vois à quel point les matchs se décident là, si tu peux Il rentrer... est bon ce powerplay maintenant de Fribourg. Hein. Oui, si tu peux faire rentrer David Dernay, qui est quand même un créateur dans le coin et distribuer le jeu magnifiquement en powerplay. Et c'est peut-être pas un hasard si Gunderson est moins sur la feuille des buteurs et des passeurs depuis un certain temps. C'est aussi qu'en powerplay, ça a dû un petit peu changer les rôles des uns et des autres. Mais Boychuk marque ses points. Stolberg, en ce moment, est utile. Il y a du positif, malgré tout, malgré la place au classement qui est quand même toujours bancale. Mais là, je pense que la pression, elle est sur Berne. Fribourg a été le chasseur depuis des mois. Ouais. Mais maintenant, ils vont devoir jouer avec le rôle de chasser en accueillant Rapperswil. Tu me diras, dans l'absolu, c'est quand même le meilleur calendrier possible. Complètement. À la maison contre Rapperswil pour enfoncer le clou, on va dire. Parce que si vendredi, on rappelle, il y a Bernzug et Fribourg Rapperswil en même temps. Suivant comment, ça peut faire un sacré écart. On parle des matchs à 6 points. Là, c'est une soirée à 6 points quand même, suivant comment ça se goupille. Tu peux vite faire un écart. Hein. Et on a un Rapperswil qui vient de battre Langnau, alors 7-3. Ouais. On fout une danse. Donc, on sait, hein, c'est à la domicile. Tout d'un coup, on se rappelle du 9-4. Ils font ça des fois à Rapperswil à la maison. Voilà. Ils avaient aussi mis plein de buts à Genève un soir en enquillant au début du match. Ils ont des moments, des coups de chaud. Et c'est pas évident d'aller jouer là-bas et on l'a dit ça. Mais avec l'apport de Payet, alors bon, mais il y a surtout un Rowe qui marche bien. Ils ont quand même des étrangers. Tu te dis, il faut se méfier de ce club-là. À l'extérieur, c'est quand même difficile. Bien sûr. Et Rapperswil à l'extérieur, normalement, on parle souvent ici que c'est pas les livrets de 3. Honnêtement, quand tu joues Rapperswil à la maison, si tu mets pas 3 points en banque, je dis pas que ça va être facile, mais t'as perdu des points. Mais c'est juste ce que tu dis aussi, c'est quand on commence à changer de perspective. Mm-hmm. Typiquement, de se dire maintenant, ouais, c'est nous qui sommes au-dessus de la barre. Tu parlais d'être conquérant tout à l'heure. Là, c'est différent. Là, tu dois défendre un acquis. Mais sauf que tu devrais avoir exactement le même état d'esprit. Mais je me demande, parce que dans le vestiaire, finalement, et puis autour, tout d'un coup, voilà, mine de rien, tu regardes simplement le classement. Basiquement, tu te dis, on est au-dessus et on a un match de moins, donc on a un poil de marge. Alors que non, il faudrait être... Après, dans l'absolu... Oui, t'es plus le chasseur, mais en même temps, t'es pas en train de vouloir chasser Lugano ou Lausanne pour t'éviter Zug au premier tour. Il y a toujours finalement quelque chose à aller gratter en dessus. Oui. Et à choix, même si je me méfie terriblement de Zurich sur cette fin de saison, je pense qu'il vaut quand même mieux éviter Zug. Même si les déplacements à Davos, ils sont toujours pénibles. Aller jouer en play-off là-bas, c'est pas simple. Mais à choix, t'as envie d'éviter Zug. T'as envie d'éviter la première équipe de la saison régulière. Oui. Donc, normalement, l'état d'esprit doit pas changer. D'ailleurs, il y a un Zug Fribourg samedi. Ça va être rigolo, mais avant ça, le fameux match après match, là, on est en plein dedans. Hein. Oui. Sinon, moi, il y a un autre truc qui m'a plu alors à Fribourg, c'est Sandro Schmid. Et ça me plaît parce que c'est pas qu'on invoquait les dieux pour que Sandro Schmid puisse avoir plus de temps de glace ou en tout cas plus d'impact parce qu'il nous semblait bon. Et parce qu'on l'avait à Hockey Manager, donc on voulait. Toi, oui, moi pas. Ah donc, non, ok, je croyais, pardon. Mais c'est vraiment un jeune joueur. On l'a déjà dit à maintes reprises qu'on aimait bien voir des nouvelles têtes et puis surtout quand ils sont assez talentueux et finalement dans sa position de centre, tu parlais en centre de 4e bloc. On reviendra sur Bienne aussi avec un Nussbaumer qui était centre de 4e bloc. Voilà, maintenant les jeunes, on sent que c'est... Si on peut éviter de les mettre plus haut dans l'alignement à ce moment-là de la saison, c'est pas dommage. Mais si en plus ils peuvent faire des points... Là où c'est intéressant, c'est que Sandro Schmidt, il a 6 points sur les 9 derniers matchs et il a 1 point sur les 26 premiers. La saison régulière, il avait un but le 23 novembre à Berne et il était tout le temps en 4e ligne, en 13e attaquant, etc. Et le 5 janvier, il joue sur la première ligne et depuis... Il joue là il était de nouveau en 4e ligne, mais il a plus de temps de jeu qu'auparavant. Et c'est 6 points en 9 matchs. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais. Je regarde un peu les questions. Il y en a vraiment pas mal. On va essayer de les regrouper pour pas partir dans tous les sens. C'est Tom Maillot, Gauthieron qui a de la peine à tenir un score. Est-ce que ceci ne va pas leur coûter des points cruciaux ? C'est aussi une question que je me suis posée en me disant, est-ce que tu peux tenir ce rythme-là ? Si je me dis des fois, Fribourg, ils sont quand même... Ils provoquent cette chance, mais qu'est-ce qu'ils ont comme bol. Après, ils mènent pas 3-0 par chance, ils savent aller chercher ce score, mais que finalement, tout se goupille bien pour que d'un coup, tu as une pénalité de l'adversaire. Là, en l'occurrence, Bienne a fait 2 surnombres. Si l'autre équipe est un tout petit peu plus attentive, tu n'as peut-être pas ces pénalités-là. L'indiscipline, voilà, on a parlé du powerplay, ils profitent à mort de leurs occasions. Aussi un petit peu de chance, un truc qui va un peu mieux, enfin, c'est une conjonction de choses. À Bienne... À Lausanne, c'était
un match un peu particulier, c'est clair. J'avais vraiment l'impression que chaque fois qu'ils montaient en zone offensive, ça finissait presque par un but à un certain temps. À Bienne, ils ont quand même plus de tirs sur l'ensemble du match. Alors, on se méfie toujours tous les tirs n'ont pas la même qualité, mais en termes de volume, il y a quand même un premier tiers-temps au Fribourg, shoot 13 fois au goal. Hiller a fait plus de gros arrêts que Berra sur le premier tiers. Ensuite, ils se sont fait bouffer, faut être clair. Ils se sont fait bouffer par Bienne un long moment. Et c'est vrai qu'ils ont ces espèces de sautes de concentration ou d'humeur, ou je sais pas comment dire. C'est pas de la concentration, c'est un peu trop basique, j'ai l'impression. C'est pas, ils sont pas concentrés. C'est comme la théorie de il a manqué de conviction. Je comprends jamais cette théorie là. Il avait pas envie de marquer. Alors, enfin, je comprends. C'est certaines notions que j'ai un peu de la peine à comprendre de temps en temps. Mais quand Bienne a poussé au deuxième tiers, c'est vrai qu'ils ont vraiment dû faire le dos rond autour de Berra. Ils ont pas tant réussi à certains moments. C'était compliqué. Tu voyais en fait que Bienne était en train de revenir et allait revenir. Là où ils m'ont impressionné, c'est à 4-3 en fait, de directement pas lâcher. À 4-3, honnêtement, si j'avais été sur mon compte de Paris sportif, j'aurais pas parié Fribourg égalisé même. Complètement. Même pas gagné, rien que égalisé, je les voyais pas du tout revenir. Bien était meilleur. Et là, tu as l'impression que ça a retourné. Et il y a eu plusieurs momentum, le fameux mot qu'on saura à toutes les sauces, mais là, il y a vraiment eu plusieurs changements de lead dans la partie, et c'était assez intéressant à suivre aussi comme partie d'échec entre les deux. Bah, là, en l'occurrence, c'est plutôt Bienne qui a merdé. Quand ils mènent 4-3, ils doivent pas prendre cette pénalité qui amène l'égalisation fribourgeoise. En fait, c'est surtout ça. Ils doivent capitaliser là-dessus, et finalement, ils le font pas. Le cinquième, en plus, alors après le but de Vauclair, il y a un but, ça tape la bande de manière complètement bizarre, et Hiller fait un déplacement, et Vauclair la met parfaitement, mais il a un peu cette chance que le puck lui tombe dessus, il est au centre, la défense elle est pas en place. J'ai rien compris à ce but, on va être clair. J'ai rien compris. Alors, sur MySport, ça fait « Oh, le goal !» Tu te dis « Mais attends, c'est un replay du 4-4 ?» Ah non, c'est bien le 5-4. Donc, très très bizarre. On a encore quelques questions sur Fribourg. Fred Blanc, on va dire que je te la pose si tu veux, mais je pense qu'on y a répondu. Le retour de Desharnais commence à être évoqué. Qui en fera les frais? Gunderson semble intouchable, même si son rendement offensif n'est pas top actuellement. Boychuk étant le seul centre, ça fait de lui le coupable idéal. Tu avais dit que Boychuk était aussi un ailier, donc... Oui, et si tu veux renforcer ta ligne de centre, c'est peut-être pas perdu d'avoir Desharnais et Boychuk. Si tu mets Desharnais en centre de première ligne, ce qui permet en plus de un poil moins exposer Boychuk aux engagements, c'est peut-être pas perdu parce que les engagements c'est vraiment difficile. En l'état, il manque justement Desharnais qui prend plus d'un engagement sur 2 à peu près quand il est là. Et comme il manque Bikoff aussi, alors je dis pas qu'il était très bon aux engagements forcément. Non. Mais... Et puis encore une question de Xavier A. Pourquoi Gauthieron a-t-il entre parenthèses très souvent les moins bons étrangers de la Ligue? Alors j'avoue que je suis un peu sceptique sur cette question parce qu'elle est intervenue alors que Brodin n'avait pas marqué ses 2 buts contre Bienne, mais il avait marqué ses 4 buts contre Lausanne. Au-delà de la statistique, il me semble que Gunderson, on est quand même assez d'avis de dire que c'est une bonne pioche de Fribourg, qu'il a prolongé, que c'est un bon playmaker et que c'est un défenseur numéro 1 ou numéro 2, c'est selon, mais en tout cas d'une des 2 paires de défense du top 4 sans aucun problème et qui fait bon job. Desharnais, là aussi on en a discuté. Boychuk, tu l'as dit, 13 points en 12 matchs. Stolberg, il a mine de rien quand même 27 points en 40 matchs. Alors, on a pas mal parlé des 4 buts dans la cage vide sur ces 11. Je pense qu'en termes de points, je ne suis pas du tout allé voir sur Analyze Data les expected goals, expected assists pour... il n'y a pas assist, mais expected goals de Stolberg. Mais je pense que lui doit être assez à la peine parce que il se crée des occasions tous les soirs. J'ai l'impression, comme je disais avant, là, même le poteau en prolongation... Voilà, il donne un puck de but avec Gunderson durant la prolongation. Rien que durant ces 2 shifts en prolongation, il crée 3 actions. Au bout d'un moment, à force de pas d'être maladroit ou malchanceux devant le but, ça devient gentiment problématique, on est bien d'accord. Mais dans ce qu'il produit actuellement, il y a eu vraiment un moment où c'était vraiment pénible à voir. Là, maintenant, je le retrouve un peu plus solide. Mais oui, Desharnais, c'était quand même très très fort. On a tendance à l'oublier, je pense, avec sa blessure. Mais par le passé, oui, Fribourg avait très régulièrement des étrangers en dessous de la moyenne. Mais pourquoi? Parce qu'ils payaient des joueurs suisses en dessus de la moyenne. Ouais. Je prends Gerbikov pour ne citer que. Il y avait Janin, il y avait Dubé, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient suisses ou assimilés, qui étaient beaucoup trop, pas beaucoup trop, mais beaucoup plus payés. Donc forcément, tu dois renier ailleurs. Honnêtement, si on prend bêtement Zurich, j'essaye de me
faire les étrangers de Zurich, Noro, ils ont Ortio parce que est-ce que c'est un super gardien? Est-ce que Gareth Rowe, on ne discute pas, mais Marcus Kruger qui a un sacré pédigré NHL aussi, un peu comme Stolberg, voire peut-être même encore un peu plus parce qu'il a dû gagner un titre. Et Peterson qui a un peu de peine aussi. Je suis pas là à me dire oh là là, quelle différence, les étrangers de Zurich sont vachement meilleurs. Non, surtout que Noro défensivement, c'est quand même pas ça. Parce qu'aussi, des fois, les étrangers, on les voit plus. Je prends le cas de Genève, parce que les Suisses, des fois, ont peut-être aussi un tout petit peu plus de peine. Et c'est eux qui scorent. Donc, et effectivement, on avait dit que Winnick, Wingle, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais il a quand même été assez bon par le passé. De Mernes, pour nous, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Donc, ouais, je trouve que ça va pas mal. Je reviens encore, il y a juste une dernière question. C'est pas forcément que sur Fribourg, ça permet un peu d'élargir. Et on finira là-dessus. Langnau est en crise, c'est Tom Maillot qui nous dit ça. Pourquoi cette mauvaise passe? Gauthieron va-t-il réussir à se sauver? Berne, F.A. Osman, le mal est-il plus profond que simplement derrière le banc? À combien voyez-vous la barre cette saison? 67, 68, 69, 70 points. Alors on avait déjà dit, moi je crois qu'il y a 2 semaines j'avais dit à 68 la barre. Ça bouge pas, à mon avis ça va rester par là autour. Pas plus haut, voire plus bas si ça se trouve. Langnau, Langnau il me semble qu'on avait un peu vu. Là ils jouent beaucoup à l'extérieur. 3 des 4 derniers à l'extérieur. Ils ont 4 défaites en 5 matchs. La seule victoire, elle vient d'un match à la maison contre Bienne. Ouais, puis ce 7-3 à Rapperswil, mine de rien, quand t'es dans une... Ça fait chenille. Hein. Ouais, quand t'es dans une bataille comme ça, puis que tu dois aller chercher quelque chose, c'est... Puis on l'avait dit, il me semble, leur calendrier il est terrible. Ils jouent des 7 derniers à l'extérieur. À la maison, ils accueillent Zurich une fois, ils accueillent Fribourg, ça va être à la vie à la mort. Et ils accueillent Bienne. Ils vont à Zug, ils vont à Lausanne. Ils vont à Davos, ils vont à Genève. Ça fait des semaines qu'on attend à ce que Langnau tombe sous la barre. Là, je pense que c'est pas aussi tôt. Parce que justement, tu tables sur les 3 points potentiels à Rapperswil. Ils n'étaient pas censés tout perdre à l'extérieur non plus. Voilà, là, je pense qu'ils sont... C'est le retour à la normale. Et à mon avis, Langnau va pas s'en relever. Berne, c'est la grosse énigme. Parce que durant 25 même 30 minutes contre Zurich, ils sont vraiment hyper solides. Derrière, il y a un coup de froid. Et après, ils arrachent quand même un point au bout du compte. Ouais, mais arracher un point à la maison, c'est peut-être pas suffisant. Hein. Non, c'est ce qu'on se disait avec des fois avec Fribourg. C'est que ces 3 points obtenus à Lausanne sont importants parce que sinon, tu aurais peut-être gagné que 2 ou que 1 selon les circonstances. Oui, tu fais des points, mais en fait, tu fais toujours une sorte de surplace et t'arrives pas à franchir. Là, ils sont passés au-dessus. Mentalement aussi, c'est... Puis Berne, là, leur week-end, il est sympa. Hein. Ils accueillent Zug, pas simple. Ils vont à Bienne, qui n'aura pas joué la veille. Là aussi, on en parlait déjà tout à l'heure. Berne est vraiment dans une période très très difficile. Est-ce que Kosman, on disait à son arrivée, il a 1 mois de moins pour travailler que ce qu'il avait eu à Zurich quand il était revenu. Il a eu la pause d'équipe nationale. Il a eu la pause d'équipe nationale, mais il y a quand même 1 mois de moins. Il y a des matchs en moins. Il a moins de répétitions de son système en vrai, disons. Oui. Et ça change quand même. Après, il reste 7 matchs. Au contraire de Langnau, que j'ai déjà à moitié enterré, peut-être à tort. Hein. Mais la Berne, je ferais en tout cas pas ça actuellement parce que c'est une équipe qui peut se réveiller puis t'en gagner 5 de suite sans faire trop de bruit. Et n'oublions pas, Ambry qui est pas si loin finalement à 55 points quand même si ça devient vraiment difficile pour eux actuellement. Bref, on n'a pas fini de rire. Quoi. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu parlais on n'avait jamais eu les 4 romans en play-off en haut. Par contre, on se rappelle qu'en tout début de saison, on a dit 3 équipes d'un même groupe géographique. Je crois que c'est Luis Lopez qui l'avait mentionné sur Twitter en disant que ça s'était jamais fait. Puis longtemps, on a eu 3 équipes d'un même groupe géographique qui étaient avec Lugano qui était en dessous. Il y avait 3 sur 4 qui étaient en dessous. Et finalement, le regain de forme de Lugano fait visiblement, Lugano, ils ont l'air d'être bons et que, encore une fois, on n'aura pas 3 équipes d'un même groupe géographique dans les 4 en fait. Exactement. On n'y est pas encore, mais si ça se joue sur un coup de dé entre Fribourg et Berne à la fin de saison, ça change rien vu qu'ils sont dans le même groupe. Donc on est pas nôtre du coup, mais ce théorème là qui est excellent au moment de réfléchir au
ou pronostic de fin de saison, on est de nouveau en plein dedans. Et, au moins, c'est bien d'avoir certaines choses dans un championnat qui est très difficile à pronostiquer. Si tu as certains petits trucs auxquels te rattacher, l'année prochaine, ça va changer. Bienne revient dans le groupe des Romans et Berne part dans le groupe alémanique, disons, avec Langnau, Zug et Zurich. Ça va être sympa aussi de voir Langnau l'année prochaine. C'est peut-être mieux que ce soit cette année, disons, s'ils veulent passer en play-off. Alors, on parlait de Berne, Bienne, groupe géographique qui sera différent. En fait, les deux équipes vont switcher pour la saison prochaine, mais là, on reste sur cette saison-là. Et Bienne, qui n'a eu qu'un match depuis le dernier épisode de Cold Facts, on vient d'en parler, mais là, on va prendre le point de vue biennois, puisque c'est ce match contre Fribourg, où Bienne débarre un peu n'importe comment. Tu parlais de momentum après, ils ont 4 goals. Tu te dis, ah voilà, c'est bon. Là, Fribourg, ils ont fait le coup à Lausanne, ça a passé. Et là, contre Bienne, finalement, ça passera pas. Et si, c'est passé finalement. Alors bon, au moins, ils récupèrent un point, contrairement à Lausanne. Mais offensivement, c'est toujours aussi intéressant à voir. Et puis défensivement, c'est toujours un peu. Voilà, mais maintenant, il y a le retour de Hugli en première ligne. Et ça n'a pas changé grand-chose dans ce premier match, dans le sens où il n'a pas eu l'impact qu'il avait peut-être avant sa longue blessure, mais ça c'est une très très bonne nouvelle pour Bienne, parce que lui, Brunner, Kunti, Künzle, offensivement c'est terriblement solide, et il faut juste commencer par défendre, et moi je suis pas sûr que Otso Rantakari soit le meilleur défenseur à engager quand tu cherches quelqu'un pour défendre. Donc, surtout quand tu as déjà Radgeb, non, mais on va pas. Vite, Anssi Salmela revient. Je dis pas que c'est la solution à tous les problèmes. Par contre, c'est une des réponses. Moser Kreis, ça tient la route, mais c'est pas non plus dominant. Forster, on en a quand même déjà parlé. 83. Ouais. L'année de naissance, pas son âge. Oui. Radgeb, là aussi, défensivement, c'est pas toujours simple. Rantakari, voilà. En fait, c'est des gars qui doivent être concentrés, j'ai l'impression. Ouais. Non, mais quand ils sont concentrés, Radgeb peut faire un super match défensif, être moins impactant offensivement, mais ça doit être, je pense, chaque fois... Est-ce que c'est Olson qui s'occupe des défenseurs Oui. Je pense qu'il doit à chaque fois revenir et dire « Allez les gars, faites attention ». Et donc, au bout du compte, tu te retrouves avec Hiller qui n'arrive pas à sauver la baraque en ce moment. Et voilà, et tu te prends des buts et des buts et des buts. De nouveau 5 contre Fribourg, le 6e étant penalty, ouais. Les tirs au but, pardon. Et voilà, 3 défaites en 4 matchs. Il y a quelques semaines, j'avais dit, BN, c'est bon, on peut les mettre envers au télétexte. Ça change pas, ils ont 66 points, on parle de la barre à 68. Ils ont juste un calendrier horrible. Et ça malheureusement, il ne faut pas le sous-estimer pour cette fin de saison. Mais si c'est pour faire 2 points, on peut quand même se dire que normalement... Oui, ils vont les faire, je pense. Mais t'accueilles Berne, tu vas à Zurich, tu vas à Lausanne. T'accueilles Davos, Zurich, avant le dernier match contre Langnau. Dans un championnat où tu vises quand même... Là, je pense que cette 5e place, ils aimeraient bien la garder. Perspective de jouer probablement Genève au premier tour des playoffs. Autant ça que Zurich, ou de s'envoyer des déplacements à Davos. Vu le calendrier encore à faire pour eux, ça va vraiment être compliqué. Et surtout, il leur reste 6 matchs pour se mettre un petit peu d'aplomb défensivement, parce que là, ils ont de nouveau des erreurs d'inattention. À un moment, ils ont décidé qu'ils patinaient à 6 en fin de match. Tu es dans la dernière minute de jeu, et là, tu patines à 6. Quoi. Et ils ont 2 surnombres. Ils ont 2 surnombres. Ça va pas. Quoi. Et le deuxième, il est pas petit. Au bout d'un moment, tu dois presque mettre 2+2 à ce moment-là, quand tu fais un surnombre pareil. Et dans la dernière minute de jeu, ils ont une sacrée chance de ne pas se faire punir au buzzer, on va dire, pour prendre une expression de basket. Mais ils ont quand même arraché un point qui peut avoir une certaine importance, parce que si Fribourg finissait le match à 3 points et bien à 0, ce dont on parlait avant, à savoir que la 5e place, elle était quand même encore pas mal. Là, Fribourg serait revenu à seulement 6 points de Bienne et 2 matchs en moins. Donc même Fribourg était pas loin de Bienne. Ouais, ils sont vraiment pas sereins en ce moment, et ça fait quand même un moment qu'on dit non mais c'est le meilleur moment pour avoir ce genre de trou là. Ouais. Si tu arrives à en sortir un jour. Et là, c'est pas arrivé vraiment. Et c'est drôle parce que finalement, quand ils allaient pas si mal que ça, ils avaient pas mal de blessés. Et on se disait, c'est impressionnant, ils arrivent malgré des blessures ou à des joueurs importants à trouver un moyen de gagner. Et là, maintenant, j'ai l'impression que cette excuse-là, pour autant que ça a été une excuse à un moment, mais elle n'existe plus. Ils ont tout le monde, en gros.
À peu près. À part Salmela, tu l'as dit, mais offensivement, ils ont récupéré Pouliot, ils ont récupéré Ugly. La ligne avec Raya, là, bah, ça fait une ligne qui marche bien. Kunsley, Kunti, Brunner, ils la touchent pas. On a vraiment l'impression que pour son top 9, en plus avec Ulström, Ria et Fuchs, Et Nussbaumer qui est arrivé là au milieu pour finalement, ramener encore un peu de Peter profondeur Schneider. devant. qui fait les frais. Et Peter Schneider, est-ce que peut-être à un moment, il va pas le remettre? Parce que, ok, il est peut-être pas flashy, clinquant, tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur qui était... Il a été capable une fois de marquer 4 buts aussi dans un match. Et il est pas ridicule du tout. À la place de Rantakari alors. Soit à la place de Rantakari, soit peut-être à la place... Tant pis, d'Ulström, mais tu décales un autre centre. Moi, je l'aime bien. J'aime bien Ulström, il produit tout le temps. Bien sûr. 24 matchs, 24 points. Moi, je pense que tu touches pas à Ulström. Je comprends, hein, parce qu'en plus, tu as Fuchs qui peut jouer deuxième centre la place de Ulström. Nussbaumer, potentiellement, qu'on a vu, mais bon. Nussbaumer, Schneider qui viendrait sur l'aile à la place de Fuchs. Schneider qui amènerait un peu ce grit, on va dire. Cette hargne et cette niaque peut-être qui peut faire un peu la différence. C'est pas bête, hein. En fait, c'est même pas... Pouliot reste, à mon avis, il est inamovible, il est en fin de retour. Bon, Réala, c'est même crétin de donner son nom. Ouais. Rantakari ou Ulström, t'as raison. Hein. Si t'estimes que Rantakari joue quand même suffisamment de minutes et est utile en powerplay, bien que Radgeb, sur le premier powerplay, ça fait pas tâche, hein, il doit y revenir. C'est une piste. Je me demande effectivement si ça va pas être une des options prises par Antti Törmänen dans un futur proche. Mais ce qui est drôle, c'est que cette réflexion, elle découle pas de ah ouais, il y en a un qui est pas au niveau, donc on va mettre un autre. C'est plutôt une autre façon d'aborder ton match, ton plan de match, en se disant bah oui, je sais que je me prive d'Ulström, admettons si on prend ça, mais ce que va m'apporter Schneider, c'est autre chose. C'est pas que c'est mieux, c'est que c'est autre chose, et que peut-être ce autre chose, quand ça va pas trop, c'est peut-être ça qui peut. Moi, c'est ça que j'aime bien. Des fois, c'est jamais blanc noir, c'est autre chose. Non, c'est intéressant comme option, et je peux imaginer que ça trotte dans la tête d'Antti Törmänen, à moins qu'on ne sache pas que Schneider est un pépin ou quoi que ce soit. Ça, j'avoue ne pas le savoir. Mais s'il est en santé, est prêt à jouer, et apte à jouer, pourquoi pas. Au passage, quand même juste une petite seconde pour s'arrêter sur Yannick Radgeb et sa punition, son amende pour embellishment. Celle-là, elle est quand même assez violente. Hein. Parce que certes, tu dives, il y a le soigneur qui est venu sur la glace pour le relever. Ouais. Non, mais là, c'est pénible, quoi. Et on en a déjà parlé récemment, il commence à y avoir de plus en plus de cas, et c'est vraiment bien. Et il y a de plus en plus de cas aussi d'amende, donc tant mieux. Di Domenico aussi, elle est quand même un peu exagérée. Il faut vraiment que la Ligue soit... J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de tournant actuellement, où soit ils vont vraiment à chaque fois mettre les 2000 francs à tout le monde, au bout d'un moment, à force de plus pouvoir payer les vacances. Ouais, puis normalement c'est 2000, 4000, enfin il y a une augmentation. Normalement il y a une augmentation, mais on en a déjà parlé. Moi, j'ai moins vu de cas concernant Kylian Motet, même litigieux, sans qu'il y ait d'amende. J'ai pas l'impression. Il me semble que maintenant, quand il se prend un coup, soit il tombe, bon, mais il en rajoute pas des caisses, il tombe pas comme un sac à patates. Enfin, il a fini, il a terminé ça. Et tant mieux pour le jeu finalement. Oui. Et là, je sais pas si tu as vu, c'est McIntyre, sauf erreur, qui met une charge à retardement à Radgeb. Il a rien à venir la donner, on est bien d'accord. Mais Radgeb, il la vend aussi pour essayer de gratter 2 minutes à l'autre. Et ça, c'est quand même un petit peu à l'encontre de l'esprit. Parce qu'à chaque fois qu'il prend une charge comme ça, Radgeb est au sol. Il faut qu'il change de sport. C'est plus possible. Il y a une question à propos de Bienne. C'est Joël Mélan qui dit le 3e but de Bienne. Alors, tu parlais de Radgeb. C'est le but de Radgeb mardi soir. A été marqué alors que le chronomètre n'avait pas démarré. N'aurait-il pas dû être annulé? En regardant les images, on voit que l'arbitre fait... Ouais, j'ai vu, c'est bon si jamais. Donc, à mon avis, pour eux, c'était OK. Je pense qu'il a communiqué aux joueurs que non, mais jouez, on est bon, les gars. À cet instant-là, au moment où il le dit, le puck est en fond de zone, tout le monde joue, en fait. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un seul Fribourgeois qui ait arrêté de jouer. On rappelle, c'était un box-play à ce moment-là. Puis Radgeb, il met sa prune de la ligne bleue. Magnifique shoot au passage. Je viens de dire que quand il plonge, il est pénible, mais alors là, quand il est libre à la ligne bleue, il peut quand même envoyer des prunes pas possibles. Mais non, à mon avis, je pense que
en allant à la vidéo, tu peux voir le temps depuis cet endroit-là et ajuster le chrono le cas échéant. Par contre, une fois, j'aimerais quand même faire le test. C'est irréaliste. Mais aller comparer dans toutes les patinoires, il n'y a aucun endroit où c'est différent. Comparer le temps effectif Oui. de jeu en fonction du score et de qui doit marquer. J'adorerais, j'ai aucun soupçon sur qui que ce soit. Mais je peux imaginer que le coulage d'un dixième de seconde par-ci par-là, il doit quand même être assez fréquent. Ça gueule suffisamment souvent de rajouter 1-2 secondes justement en fin de match parce qu'il y a eu un petit peu de coulage. Ce serait intéressant une fois, mais honnêtement, faut engager des gens pour le faire. Ça doit vraiment prendre du temps, mais je peux imaginer que ça arrive de temps en temps, ce genre de choses. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je m'imaginais le préposé à la porte, tu sais, celui qui doit ouvrir le banc de pénalité. Puis d'un coup, il a un petit souci, puis il referme la porte sur le joueur, puis il lui prend la jambe, puis tu perds 2-3 secondes, puis l'autre se retourne, puis il dit... Ça me faisait sourire. Heureusement qu'il n'y a pas ce genre de mauvais esprit et qu'on fait grandement confiance à ces gens-là. Oui. Ça, c'est vrai que j'ai jamais vu ce genre de cas non plus. Mais ces histoires de chrono, c'est pas évident. C'est là où... Parce que mine de rien, 1-2 secondes, comme ça, par-ci par-là, ça... En NBA, où ça se joue vraiment au dixième de seconde, c'est synchronisé de ce que je crois comprendre avec le coup de sifflet. En fait, dès qu'il y a le coup de sifflet, ça arrête au dixième près. Et je ne sais pas si à terme on va y venir. Mais toujours est-il que pour répondre à la question, effectivement, je ne crois pas qu'il y a de... Il n'y a pas eu de souci à ce moment-là. Je ne crois même pas qu'il y a eu de protêt déposé ou même de velléité de déposer un protêt. Ça a joué. Il y a eu but après 6 secondes après l'engagement. En plus, c'est pas comme s'il y avait eu 1 minute 40. Puis tu te dis, ah non, là, tu aurais peut-être pu revenir, notre gaillard ou pas. Non, il y a eu 6 secondes de jeu. Ça joue. Mais effectivement, les arbitres, je n'ai pas vu si c'était un linesman ou un head, a très bien réagi en voyant tout de suite, en fait. Et c'est assez bien vu de leur part. On passe à Lausanne, qui avait eu un bon passage. On se disait, c'était quoi, 8 victoires en 10 matchs? Ouais, ou en tout cas 7 en 10, ça c'est 7 clair. En 10. Et on se disait que est-ce qu'on évoquait, pas forcément à grands cris, mais que est-ce que la 4e place finalement pourrait être... Puis là, j'ai l'impression qu'avec ces 2 défaites consécutives face à Fribourg et face à Zug, peut-être déjà bien content si tu peux faire 5e, quoi, en gros. Alors, à une nuance près, c'est qu'ils jouent 3 des 4 prochains à la maison et qu'ils ont des matchs en moins. Oui, alors tu me diras, effectivement, jouer à la maison, est-ce que c'est vraiment un avantage? J'ai tendance à croire que quand même, tu pars avec un petit avantage, mais ils ont des matchs en moins. Surtout si on prend le match contre Zurich, mais c'était très drôle parce qu'on disait, est-ce que c'est peut-être le match référence? On émettait quand même des bémols, à part ça, en disant, mais ils n'arrivent pas à avoir de la constance. Non. Et on est en plein dedans. Alors, perdre le match à Zug, aucun souci, tu peux... Surtout qu'ils sont pas vilains. Il n'y a rien à dire sur ce match-là. Ils prennent vite un but, mais derrière, ils sont solides. Ils sont solides, mais j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas forcément eu beaucoup d'occasions. J'ai pas eu l'impression de voir un Lausanne très conquérant, ou en tout cas qui aurait mérité d'aller gratter plus que ce qu'ils ont eu, quoi. Par contre, contre Fribourg, alors là, c'est un sketch dans la mesure où t'as pas le droit. Et c'est comme si c'était un peu... l'histoire, c'est... Ah là là, Fribourg a déjà battu Lausanne 4 fois. Vaut quand même pas le refaire une 5e fois. Ben si, en fait. Voilà. Et quand il y a 4-0, tu te dis, mais ça va pas, là. C'est pas normal. Et que derrière, t'as presque ce côté un peu d'émotion, finalement, que Lausanne... On sait qu'on n'aime pas ce terme, mais on est un peu obligé de dire que quand tu reviens de 4-0 à 4-3, que tu as un powerplay qui tourne pas trop mal, que tu mets Fribourg un peu sur les pattes arrière, ça tournait pas mal. Tu as ton nouvel étranger qui score quand même des points. Tu avais tout de suite dit, Grenier, je pense que ça peut amener quelque chose. J'étais d'accord avec toi pour dire que... À voir sur le long terme. Moi, je me fais tout le temps des analyses du premier match. Évidemment. Mais tu as raison. Est-ce qu'on est le seul média au monde à pas revenir sur ce 5-3 de Fribourg ou bien on en parle vite fait? 5-3 de Fribourg, on rappelle, c'est le but de Brodin, ça doit être son 4e. C'est son 4e, ouais. Voilà. Et ça a beaucoup fait, mais beaucoup, nous qui sommes souvent aux Pécalistes, on les salue d'ailleurs, sur le groupe de Facebook des Pécalistes, mais un nombre de commentaires sur les forums, c'est vraiment... c'était fou, pour un truc
où, honnêtement, vu que et Didier Massy et Stéphane Rochette sont sur du 50-50, pour que ce soit aussi peu clair, d'avoir autant de commentaires, c'est peut-être justement parce qu'on est sur une zone grise. Moi, en live, je me disais, j'ai même pas vu une poussette. Après, quand tu revois les images au ralenti, tu te dis, ah ouais, effectivement, il y a un contact. J'ai tendance à dire, laissons le jeu se produire, laissons un peu les... Marquons des buts, quoi. Et il faut vraiment que l'obstruction sur le gardien, soit il se couche sur lui, soit il le gêne véritablement et tout. Là, je me disais, ouais, bon... je pouvais vivre alors complètement avec la décision des arbitres de valider le but. Ouais, donc on n'est pas le seul média au monde à pas être revenu sur ce but, ma foi. Mais c'est vrai que ça a tellement fait parler. C'est drôle, ce soir-là, j'étais pas sur ce match-là. Et j'avais pas vu les images. J'ai juste vu les réactions sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter en l'occurrence. Et j'ai rarement vu des positions autant tranchées dans les deux directions. Et tu savais en fait que au bout du compte, ça allait être une image de ce genre-là. Parce que si ça venait du bord du Léman, c'était de toute façon, c'était l'assassinat sur le gardien. Ça venait de l'autre côté, c'était il a simulé le gardien. Donc, ok, bon, moi, il y a une zone, on parle de zone grise très, très justement là, et on est en plein dedans. J'aime bien tout le temps donner l'avantage à l'attaque, que ce soit sur une situation de hors-jeu qui se joue à un poil de patin ou Dieu sait quoi. On veut des buts. On est là pour du spectacle. Les gens, ils veulent des buts, ils veulent des émotions, etc. Bon, donc sur les hors-jeux limites, c'est aussi quand la VAR annule un but pour un micron de crampon. Mais ça m'énerve. Oui. Il n'y a pas hors-jeu. Oui, dans les faits, il y est. Mais d'ailleurs, ils veulent ajuster apparemment que s'il y a pas une différence de 10 cm apparemment de l'année prochaine en Première Ligue, en dessous de 10 cm, tu ne fais pas. Ouais. Tu n'invalides pas une décision. On doit quand même ajuster au centimètre. Enfin... Oui, mais là, ça devient intéressant parce qu'actuellement, il y a des cas qui sont complètement absurdes. Ah, il y a la queue de cheval qui dépasse. Ça va pas, quoi. Et là, là aussi, je me dis, est-ce que Boltzhauser a été génial dans son geste ? Non, on le voit, il fait son plongeon. Parce qu'il plonge en arrière pour essayer d'aller arrêter le puck. Il plonge pas parce qu'il est poussé. Donc, il a pu faire son mouvement, mais... c'est exactement ce que tu as dit en fait. Je pense sur la glace, s'il l'avait annulé en disant obstruction, mais on va voir à la vidéo, il l'aurait pas accordé. Ouais. Là, ils disent on l'accorde, mais on va voir la vidéo. Derrière, t'as pas les arguments nécessaires pour invalider ta décision. Et je pense que la décision initiale sur la glace restait quoi qu'il arrive. En l'état, sur la glace, ils avaient dit goal, donc tu ne changes pas sur ces images-là. Il y a trop d'interprétations possibles. Et comme l'a très bien montré Didier Massy au Pécaliste, il y a un contact initié par Boltzhauser sur Brodin. Puis Eldner qui bloque son propre gardien. Et il y a tellement de petites choses à gauche et à droite qui rentrent en ligne de compte sur une fraction de seconde. C'est difficile d'avoir une vision claire, but ou pas but. Donc, tu fais confiance à ta décision on the ice. Et c'est toujours la même chose. C'est pour ça que les chefs des arbitres insistent. On veut une décision sur la glace, quoi qu'il arrive. Après, on va à la vidéo. Parce que si vous n'avez pas pris de décision puis vous allez à la vidéo, vous êtes foutu derrière. Moi, il y a juste un truc aussi, c'est que de remettre ça du côté lausannois, de dire ouais, voilà, on a perdu parce qu'il y a eu ce but, c'est presque malhonnête dans le sens où cette pénalité, parce que c'est un but en powerplay, ce qui amène ce but, c'est un coup de crosse de Lindbom qui sauve quasiment un but tout fait pour Fribourg. Parce que Lausanne s'est mis dans une position où ils reviennent à 4-3 et ils offrent à Fribourg une chance avant même cette pénalité de marquer. Parce qu'il y a ce tir sur le poteau et Lindbom, il casse la canne de l'attaquant qui peut marquer. Mm-hmm. Et il y a une situation où le joueur de Fribourg est devant la cage quasi vide. On parle de bonne pénalité. Mais voilà, et on se disait, en regardant le match, tu te dis, Lindbom, en tout cas, là, il a mérité son salaire. Voilà, il prend une pénalité, mais heureusement, il a sauvé un but. Puis derrière, il y a ça qui se passe. Lausanne n'est pas arrivé à se sortir d'un moment qui était négatif pour eux, où ils étaient dominés finalement d'une certaine manière. Donc, au final, voilà. Puis, on parle de domination lausannoise ce soir-là, mais c'est 23 shoots chacun. Territorialement, ils ont dominé, mais il me semble qu'on en a déjà parlé. Ils tournent beaucoup plus en zone offensive, qui ne sont vraiment très dangereux. Et c'est là où un Grenier peut justement faire une certaine différence, c'est que j'ai l'impression qu'il va mettre les mains dans le cambouis un peu plus... En tout cas, sur son premier match, je l'ai moins observé sur le deuxième. J'ai regardé un peu plus vite le deuxième match de Lausanne. Je l'ai moins vu. Mais ce genre de joueur-là, justement, qui va aller gratter, et Brodin le fait en ce moment à merveille à Fribourg,
Son 4e but, Dieu sait s'il est pas beau. Mais il va prendre 3 coups, puis après il se retrouve lui en position idéale parce qu'il a accepté de prendre ses coups. Bah, il me semble que des fois ça manque et je pense qu'un Joël Vermine il est encore décevant. Oui. Moy, à force de se créer des occasions, mais j'ai l'impression que chaque semaine on dit ouais mais ça va venir avec Tyler Moy. Ouais ben ça vient pas. Ça commence à faire beaucoup. Jeffrey, ben c'est un tout petit peu mieux ces temps quand même. Mais ça reste pénible. Ouais, c'est difficile hein, actuellement. Et je pense que justement le 5e étranger va faire du bien. Si 5e étranger il y a, parce qu'à force. C'est le 15 février, on 15 rappelle. février. Ça veut dire que c'est samedi. C'est samedi. Moi je pense qu'il viendra toujours. Il viendra. Hein. Mais c'est là où il pourrait être utile, amener un petit quelque chose en plus, remplacer peut-être un Jeffrey. Moi je verrais bien Jeffrey partir en tribune. Et surtout si Grenier donne satisfaction. Mais il manque justement cette envie d'aller se faire mal. Puis le problème, c'est que quand tu arrives en play-off, c'est justement d'autant plus important de plus être je dis pas que c'est le cas à Lausanne, mais des Schönwetter-Spieler, disons. La saison régulière, c'est bien joli, mais il va falloir un peu plus se battre. Et vu qu'on n'arrête pas de dire que ce sera Genève-Lausanne au premier tour, à force, ça va pas avoir lieu. Hein, depuis le temps qu'on a l'air trop... J'ai l'air trop convaincu. Mais je pense que Genève est plus capable d'aller mettre les moins dans le cambouis et d'aller s'arracher pour gagner un match. Donc, ce fameux mode play-off dont on parlait avant pour Fribourg, ben, je me demande, est-ce que Lausanne a cette vitesse-là ? Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je me pose juste la question. Ouais, une question que je me pose aussi, et par rapport à Ronald Skenins, peut-être on se dit que Ronald Skenins n'est pas au niveau quand on regarde ses stats. Tu sais, on se dit, puis dans le jeu, on n'a pas l'impression qu'il a cet impact, des fois il est un peu frustré et tout. Mais mine de rien, la ligne qu'il formait, qui avait l'air d'être une ligne qui marche bien à Lausanne, c'était celle avec Berchi, Joris et Kenins. Mm-hmm. Et depuis qu'il n'est pas là, ils ont monté Léonet, ça donne pas satisfaction complètement. Et peut-être que Kenins, finalement, là aussi, à la manière d'un Stolberg, pas dans le même registre, mais va créer un peu, enfin, j'allais dire disruptive, mais va un peu déranger, va être... à la fois l'agitateur, à la fois le type qui vient un peu mettre son épaule, pas forcément des coups, mais qu'il est là pour faire de la place aux autres. Et que peut-être que ce retour-là, et il faudra que Lausanne se bouge un peu, parce que même s'il leur reste 7-8 matchs, en pensant qu'ils vont aller en play-off, tu le dis très justement, à un moment, il faut l'enclencher. Sinon, autant pas y aller, disons. Là où je te rejoins complètement, c'est que Kenins avait été mis sur cette ligne 1 avec Berthier et Joris fin décembre. Il passe de la ligne 2 à la ligne 1 ce soir-là. Et sur les 2, 4, 7, 9 matchs qu'il joue à cette place-là, il met 7 points, dont un but et 6 passes décisives. Et c'est un joueur, effectivement, qui a déjà un vrai bon coup de patin, qui met du rythme et qui amène un peu... Quand il est arrivé, le mot qui lui avait été un peu affublé, c'était il amène un peu de vice dans cette équipe. Je vois pas trop... Disons, je comprends ce qu'on veut dire par là, même si le mot en lui-même, c'est égal, mais il amène un peu justement cette hargne, cette capacité à venir, comme tu dis, à déranger l'adversaire. Et là, ils sont un peu gentils, ces Lausannois. Et il manque justement cet aspect-là et ce côté un peu provocateur, peut-être. Mm-hmm. Et Kenins s'est blessé depuis quelques temps maintenant. Il devrait revenir, apparemment, j'en ai parlé avec Jérôme Renard après un des entraînements. Il dit que normalement, il devrait bientôt revenir au jeu. Oui, il a fait un petit article aussi pour dire que... Ah, j'ai pas lu, pardon. Peut-être que ce week-end ou le week-end à venir. Et lui pourrait faire vraiment du bien. Et comme tu dis très justement, la ligne avec Berthier et Joris en serait vraiment bonifiée. Joris était excellent aussi durant toute cette période. Berthier, c'est un des plus stables durant la saison, même si il reste frustrant, je trouve, par moment. Dans le sens où tu as l'impression qu'il pourrait être tellement plus dominant qu'il ne l'est, juste par sa capacité à garder le puck, à créer des choses. Et au bout du compte, des fois, j'ai l'impression que ça reste un peu en périphérie. C'est pas assez au filet, disons. Ouais. Mais c'est à l'image de pas mal de cette équipe. Mais le match à Zug et à fortiori le match contre Fribourg sont pas là pour changer la bonne période d'avant, disons. Je pense que Lausanne est globalement pas mal sur les rails actuellement. À Zug, c'est assez solide sur ce qu'on a vu. Maintenant, ils ont un match qui est charnière, c'est Lugano. Mm-hmm. Parce que t'es à la lutte avec Lugano pour cette 6e place actuellement. Bienne est juste devant et en théorie, il y a moyen de les passer quand même
Reste à 2 matchs de rien moins. qu'avec les matchs en moins. Mais dans l'autre sens, parce qu'il faut toujours voir la pièce des deux côtés. Dans l'autre sens, si tu paumes vendredi, Lugano passe devant. Admettons qu'on parle de la victoire fribourgeoise contre Rapperswil. Fribourg revient ne serait-ce qu'à 4 points. Il y a encore un Lausanne-Fribourg. C'est vraiment, je pense, vendredi où tu regardes le haut ou le bas, en fait. Pour Lausanne, en cas de victoire, tu continues de viser la 4e place. Sinon, ben... Tu nous le vends bien. Oui, mais j'y serai, en fait, donc je me réjouis vraiment. Il y a une question de Laurent Julmy. On a vu un Dustin Jeffrey étincelant samedi soir. Alexandre Grenier peut-il être celui qui parviendra à relancer dans la durée l'excellent centre canadien? L'impact physique et la grinta de Grenier étaient impressionnants. Feu de paille ou coup de génie de Alston. Alors, Dustin Jeffrey étincelant samedi soir. Oui, en termes de points. Mais j'ai quand même vu 2-3 conneries qui font que je l'ai trouvé frustrant. Oui, il marque son but, mais il est au 2e poteau. Mais sinon, des fois, le nombre de mauvaises passes et le nombre de mauvais choix, j'ai l'impression que c'est pas le Dustin Jeffrey d'il y a quelques mois. C'est étonnant. On en a parlé avec Jérôme aussi, justement. Moi, j'ai trouvé très bon Dustin Jeffrey vendredi et samedi. Et lui me dit qu'il l'a trouvé pas bon. Et là, d'avoir ce message-là, je me dis, ok. Et pour avoir parlé avec des joueurs de Fribourg après le match à Lausanne, ils m'ont dit, ils l'ont trouvé bon aussi. Et je comprends pas qu'il y ait une telle différence. Et j'ai pas la réponse qui a raison ou tort. Et finalement, c'est pas important. Mais que une prestation polarise autant les avis, ça m'étonne et c'est rare en fait. Et je suis pas en train de dire que j'ai raison en ayant trouvé bon et que t'es tort en ayant trouvé mauvais. Mais moi, je l'ai pas trouvé aussi mauvais que ça. Alors, c'est pas mauvais, frustrant. C'est qu'il y a des passages où tu te dis mauvais choix et en fait, on s'attend à ce qu'il fasse toujours juste. C'est peut-être ça l'erreur. Parce qu'on se dit que c'est un bon joueur et que si l'erreur vient admettons, de Ken Ince, qui a peut-être moins le sens du jeu ou le hockey IQ de Dustin Jeffrey, c'était ça qui est un peu frustrant des fois de se dire il est à la ligne bleue en powerplay et tout d'un coup il tente quelque chose. C'est peut-être aussi parce qu'il tente quelque chose et que forcément high risk, high reward. Mais là je trouvais que des fois tu te dis pourquoi tu fais ce choix là. Mais ouais, alors mais on n'est pas tombé d'accord lundi en parlant avec mon collègue Jérôme de 24 heures, notamment et Sport Center aussi. Polarisant. Moi en fait, pour te dire, j'ai failli garder Jeffrey dans mon hockey manager juste après ce match-là. Mais vu que Lausanne va engager un 5e étranger, en théorie, je l'ai quand même viré. Mais j'étais sûr de le virer avant ce match, puis là, j'ai vraiment essayé jusqu'au dernier moment à le garder. C'est dire. Donc, voilà, un avis différent. Est-ce que, pour revenir à la question, Grenier, Koudjeni ou Feu de paille, oui. Ouais, comme d'habitude, soyons un peu plus gris ou un peu plus modérés. Moi, je pense vraiment que c'est un joueur qui peut être très utile en playoff. On a vu, alors je ne saurais pas le prononcer, mais le Suédois engagé par Lugano, Rhino, ou Rino. Voilà, aussi c'est un gros gabarit. Tu as l'impression que le prototype du joueur qu'il faut engager pour arriver en playoff, c'est lui, quoi. C'est Martinsen, c'est Grenier, Martinsen Azog et Grenier, ouais. Lui à Lugano. Genève est sur le marché, j'imagine qu'ils vont prendre un babar aussi pour venir brasser devant le but avant, si nécessaire. Voilà, pourquoi pas. Moi, je pense que Grenier, il a plus que ça, en fait. Justement, il a du jeu, il a un très bon shoot, il a une vision, il est capable d'aller se faire mal. Moi, j'étais convaincu, ce premier match m'a convaincu de ce choix, et je serais vraiment pas surpris que si un 5e étranger arrive, ce soit pas forcément lui en tribune. Mm-hmm. Tu parles du 15 février, là, on peut un peu faire le tour. Donc, de ce que tu dis, c'est que Lausanne est à la recherche, et ça fait déjà un moment qu'on pense que... moi je dis rien, moi je répète. Ils ont utilisé 7 des 8 licences, ça veut dire qu'ils ont encore une licence à disposition, donc ils auront tout utilisé. Fribourg, 5 licences utilisées si je ne fais erreur, et donc visiblement pas forcément sur le marché. Ils en ont un qui arrive bientôt, c'est David Desharnais, donc je pense que c'est un bon renfort avant les play-off, out, enfin même plus les play-out, avant les play-off ou le tour de classement. Je pense que Fribourg n'est pas sur le marché, effectivement. Mais Genève pourrait l'être, selon toi? Genève le sera, je pense, parce qu'ils n'ont que 4 étrangers actuellement. On rappelle qu'ils ont eu Jenselson qui était venu à un certain moment quand Temernes était blessé. Il leur reste 3 licences, ils vont engager, je pense, encore un attaquant, j'imagine. Et on voit un peu le profil. Est-ce qu'on se dit, parce qu'eux, ils ont
Winnick, Wingles et Fer, qui sont donc des vétérans, des types qui peuvent aller un peu gratter. Est-ce qu'on va être dans le même moule finalement? En tout cas, je sais que le Suédois engagé par Lugano, tant mieux qu'ils viennent pas chez nous parce qu'ils étaient dessus. Et avec ce nom, on aurait dû se rencarder pour savoir comment le prononcer. Parce que voilà. Donc là aussi, en tout cas, ils étaient intéressés par ce joueur. En même temps, on a suffisamment dit que le marché n'était pas simple en ce moment. Donc quand il y a un ou deux gaillards qui deviennent disponibles, un peu tout le monde va se renseigner. Donc c'est pas complètement surprenant. Mais je pense qu'un attaquant polyvalent, c'est quand même la denrée rare actuellement. Et puis Bienne, on parlait de Peter Schneider avant, qui officie comme finalement 5e étranger, étant donné que Salmela est blessé. Donc c'était lui qui était en tribune comme surnuméraire. A priori, quand Salmela va revenir, Rantakari va sans doute repartir ou pas, mais ils auront assez pour ne pas commencer à être sur le marché pour chercher quelqu'un. J'ai pas de lecture sur Bienne, c'est plus difficile. Mais comme tu dis, effectivement, je pense que Rantakari devrait s'en aller. Moi, je suis pas convaincu par ce joueur. Je dis pas que j'étais convaincu par ce joueur à Davos, mais il était flashy. Mais il était flashy à Davos. Il n'est pas vraiment à Bienne pour l'instant. Laissons-lui encore un peu de temps parce qu'il a finalement pas fait des craquets de match avec Bienne. J'ai l'impression qu'ils ont assez effectivement pour partir en play-off. Ouais. On finit notre tour d'horizon Genève, qui a, comme d'habitude, on va dire presque, c'est un peu le syndrome genevois, 12 533 shoots à 2, et au final, tu perds 2-1. Quoi. C'était un peu le reflet du match contre Lausanne. On se rappelle que Lausanne était allé gagner 3-0 au Vernet en ayant shooté 11 fois. Là, de nouveau, il a fallu attendre la 55 ou 56e pour que Smirnov débloque le compteur genevois à plus de 40 shoots, quoi. Exactement. C'est vrai qu'offensivement, ça devient quand même compliqué de marquer quand tu as autant d'occasions de but à force. C'est presque faire exprès, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant, je trouve, offensivement, c'est qu'il nous a décalé Richard. Certains, moi peut-être, diraient enfin. Il l'a sorti de la première ligne pour mettre Smirnov à sa place. Je dis pas seulement ça parce que je l'ai encore à Hockey Manager, mais aussi parce que Tanner Richard nous a suffisamment tapé sur les nerfs, ou déçu en tout cas depuis un certain temps. Ben voilà, maintenant il joue avec Patry et Cast en troisième ligne. C'est pas là qu'on va plus le voir qu'auparavant, hein, ça c'est sûr, mais son rôle devient différent. Il y a moins de pression offensive sur ses épaules. Sois bon défensivement et prenez pas de but et puis les autres ils vont essayer d'en marquer. Ça reste problématique quand ton joueur suisse numéro 1, disons, ou en tout cas ton salaire suisse, un de tes plus gros salaires suisses, devient ton centre de troisième ligne parce que c'est là que tu fais pas trop de dégâts, quoi. Ouais. Et que tu es remplacé par Denis Smirnov, qui est censé être le jeune de service. Donc voilà, mais c'est intéressant ce petit changement d'alignement, ça a porté ses fruits. Oui et non, parce que le but est en powerplay. Dans le jeu, il n'y a aucune des 4 lignes qui a marqué à 5 contre 5. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils essayent de faire quelque chose de différent maintenant. C'est le meilleur moment pour tenter des trucs, pour effectuer 2-3 petits ajustements par-ci par-là. En vue des playoffs, parce que là, oui, alors ils là, sont pas en vert, mais... Ouais, la Zug est en vert maintenant. Exactement. Mais avec 73 points. Je pense même que... Est-ce que mathématiquement, là, on a un ami qui s'appelle Yannick, qui est très féru de maths, est-ce qu'il pourrait nous mettre une formule en place pour calculer toutes les probabilités possibles? Est-ce que on peut avoir 5 équipes qui arrivent à 74 points et que Genève reste à 73. Je pense que mathématiquement, je suis même pas sûr que Genève n'est pas déjà qualifié. Parce que ça m'a l'air une probabilité assez dingue. Je suis pas assez bon en maths pour me lancer dans des machins pareils. Ouais, pareil. Mais toujours est-il que la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'ils finissent top 4 ou pas. Petite question par derrière quand même. Est-ce qu'ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe ? Juste. Parce que le top 4 sera qualifié, voire 5 si le champion fait partie du top 4. Si un membre du top 4 est champion, le 5e l'est également. On pourrait donc avoir Genève et Lausanne en Champions League la saison prochaine. Pour être chouette. Donc là, l'enjeu est plutôt là autour. C'est garder cette 4e place pour avoir l'avantage de la glace. Petit bonus, tu joues l'Europe. Mais oui, il va falloir gentiment commencer à marquer les buts parce que les occasions, elles sont là tous les soirs, et ça finalement c'est le gros avantage. Ils ont 38 shoots contre Fribourg, ils en ont une 40 contre Lausanne, pardon. Ils en ont une quarantaine contre Fribourg, une quarantaine contre Davos. On parlait de volume de jeu la semaine dernière, on est de nouveau en plein dedans. Il y a du volume, il y a de l'envie d'aller vers l'avant. Défensivement, il y a eu ce 6-9 contre Zurich récemment qui a un petit peu
modifier toutes les statistiques, mais globalement, ça va pas mal. Hein. Ils se prennent 3 buts contre Lausanne, mais dont un dans la cage vide. Ils blanchissent contre Fribourg, ils en prennent que 2 à Davos, où ça peut vite être compliqué. Donc, solide défensivement. Mayer tient la route malgré tout, même si finalement sa statistique elle est à 90%, il a 20 shoots de buts encaissés. Les planètes sont pas alignées pour Genève, mais les signaux sont positifs, je trouve, actuellement en tout cas. La question que je me pose, en partant du principe qu'ils sont en play-off, et moi voilà, je pars du principe qu'ils sont en play-off, c'est de me dire, tiens, cette équipe-là en play-off, oui, on a des vétérans qui peuvent tirer un vestiaire. Comment les jeunes vont réagir finalement? Est-ce que et tout d'un coup, bah ouais, c'est ça, c'est des matchs qui comptent, c'est en bonne partie aussi pour ça que tu fais du sport de haut niveau, ce genre de matchs-là qui sont intenses. Si en plus il y a un derby, bah, ça rajoute au truc. Comment tout d'un coup on fait? Parce que les défenses, tout va se resserrer, on sait. Tu disais des fois qu'on n'a pas envie de tomber contre telle ou telle équipe. Lausanne, là, ça joue un peu bonne séquence, moins bonne séquence. Un système de Peltonen au niveau défensif, on sait que ça peut être solide. Donc, est-ce que là, l'équipe va trouver, si elle n'arrive pas à marquer, est-ce qu'elle trouve la ressource pour tout d'un coup débloquer une partie qui sera serrée? Est-ce que les jeunes vont pas tout d'un coup avoir un peu peur ou... Je me pose la question. Ouais, je comprends, elle est légitime. Moi, je verrais ça différemment. Rappelons qu'en début de saison, le but c'était de se qualifier pour les playoffs. Bien sûr. Nous deux, on les voyait pas. Tout ce qui vient en plus de ça, ça doit quand même être considéré comme un bonus. Ils sont en avance sur leur vision à 3 ans, disons. Donc, de déjà pouvoir donner des matchs de play-off à des Denis Smirnov, à des joueurs comme ça, à Guillaume Maillard et autres, à Stéphane Patry qui a fait sa place dans l'alignement, qui est une bonne surprise aussi. Si des joueurs comme ça peuvent avoir du temps de jeu en play-off, avoir la répétition des matchs les mardis, jeudis, samedis, c'est hyper précieux pour l'avenir. Donc moi je le verrais plutôt, quoi qu'il arrive derrière, comme une expérience en plus finalement qui n'était pas forcément budgétisée en début de saison. Si elle est présente, ben, tant mieux en fait. Et cette espèce d'insouciance qu'ils ont depuis le début de saison, est-ce qu'ils sont capables de l'avoir encore en play-off? J'ai tendance à croire que oui. C'est une équipe qui a gagné par le passé des séries de play-off, un club qui a gagné des séries de play-off par le passé. Les jeunes joueurs qui sont venus là-dedans, ils ont l'habitude du succès en junior elite aussi. Mais effectivement, c'est un autre animal, comme on dit en anglais, d'arriver en play-off. À voir, mais en tout cas, moi je le prends plus comme une expérience positive. Je me pose la question aussi pour Davos d'ailleurs. Hein. On a souvent associé les deux clubs finalement, parce qu'avec des entraîneurs recrues, nouveaux entraîneurs à ce niveau, qui ont défié presque les pronostiqueurs. Et Davos, tu disais, ils sont pas mal. On sent quand même qu'ils marquent aussi un peu plus le pas, j'ai l'impression. Ça veut pas dire qu'ils gagnent pas de match, mais tu sens que c'est peut-être moins évident de se dire ouais, là, Davos, c'est comme le Davos de début de saison où ils étaient quasiment à plus de 2 points par match en moyenne. Ils étaient vraiment très impressionnants, ils arrivaient offensivement, ça patinait, puis là, tout d'un coup, il y a eu la Spengler, il y a eu d'autres choses. Il y a eu la coupe. Ouais. Là, ils se sont bien remis d'aplomb quand même en ayant 2 matchs à la maison. Après, ils enchaînent encore avec un 3e match jeudi contre Ambry à la maison. Rapide Genève-Ambry, s'ils arrivent à faire le plein de points, ils se remettent bien. Plein de confiance en plus. Ouais. Et ils sont à la lutte avec Zug, hein, finalement. Ils ont le même nombre de matchs que Zug. Plus de matchs que toutes les équipes derrière. Ils peuvent vraiment encore faire le trou. Donc, ils vont nous la faire jusqu'au bout, la surprise. Eux aussi, d'arriver en play-off, d'être là où on les attendait pas. Moi, je les avais mis 8e avant la saison en me disant ils ont un groupe géographique un poil plus simple que Genève, donc ils vont passer. On a l'air malin 4 mois plus tard. Tous les gens qui font des pronostics d'ailleurs. Mais oui, ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, c'est quand même admirable avec cette équipe-là. À voir en play-off, t'as raison. Et je pense qu'une équipe comme Berne, si elle finit 7e et Davos finit 2e, je pense que je sais de quel côté je mets mon argent. On est au bout de cet épisode numéro combien, hein? 27. Bien. Voilà, 27e épisode est terminé. N'hésitez pas à nous suivre sur SoundCloud, à vous abonner, c'est jamais perdu, sur YouTube pour ceux qui aiment. Sinon, posez-nous toutes vos questions, Twitter, Instagram, Facebook, on est heureux d'essayer d'y répondre. On en a quelques-unes encore sous le coude, on n'a pas pu répondre à toutes,
Mais on les voit toutes et on garde pour un autre épisode certaines si besoin. D'ici là, profitez bien des matchs du week-end et on va regarder de près ce Fribourg-Rapperswil pour voir si on dit des conneries. Bonne semaine.